Acquisition de l'information. Introduction. Les objets techniques ont toujours été conçus et réalisés pour répondre à un besoin précis. Un objectif attendu et visé par son utilisateur. Avec le temps, nous avons pu développer des systèmes pluritechniques qui vont avoir pour but d'apporter une valeur ajoutée à plusieurs éléments. Les flux de données, les flux de matière, les flux d'énergie. Pour un système industriel, nous avons deux types de chaînes qui agissent sur ces éléments. La chaîne d'énergie qui gère la partie opérative ou active, c'est-à-dire les flux de matière et d'énergie. Ce que l'on pourrait qualifier de matériel ou de concret. La chaîne d'information qui gère la partie commande et qui agit sur les flux de données. C'est ce que l'on pourrait, à contrario, qualifier d'immatériel. La chaîne d'énergie nous permet de comprendre, grand 2, la chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie nous permet de comprendre comment le système est alimenté et comprendre comment il utilise et transforme cette énergie pour répondre aux besoins attendus. En effet, de nombreux systèmes n'utilisent pas l'énergie telle qu'ils la reçoivent, mais la transforment en grandeur ou la convertissent en nature. Voici comment elle est représentée. Donc la chaîne d'énergie, donc énergie disponible, alimenter, distribuer, convertir, transmettre, et énergie permettant de remplir la fonction principale. ADCT, Alidicon Trans, Alidicon Trans, donc Alidicon Trans, alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Énergie disponible, énergie permettant de remplir la fonction principale. Alidicon Trans. Au niveau des énergies utilisées, on retrouve principalement l'énergie électrique et l'énergie mécanique sous leurs différentes formes. La chaîne d'énergie est composée de 4 blocs fonctionnels. Alidicon Trans, donc alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Alimenter en énergie un système à partir d'une source d'alimentation. Distribuer ou réguler de l'énergie à apporter à l'unité de conversion. Convertir l'énergie reçue en énergie attendue en sortie du système. On peut convertir une énergie électrique en une énergie mécanique via un moteur. Et convertir une énergie pneumatique en une énergie mécanique via un vérin. Transmettre et adapter l'énergie fournie par l'unité de conversion afin qu'elle soit utilisée en sortie de système. Alimenter. Donc l'objectif est donc de fournir à notre système l'énergie nécessaire à son fonctionnement. L'énergie peut prendre différentes formes: électriques, pneumatiques, hydrauliques. Au niveau de l'énergie électrique, on se retrouve généralement avec une alimentation classique alternative de fréquence 50 Hz. Le réseau EDF. Distribuer. L'énergie fournie par la fonction alimenter est transmise à la fonction convertir. Au niveau du fonctionnement, on peut trouver deux catégories. La distribution en tout ou rien, alimentation est directe et à fond, ou bien à zéro. Pour cela, nous utilisons des contacteurs ou des relais électromagnétiques. La distribution par modulation d'énergie ici, l'alimentation est graduée. Pour ce faire, nous utilisons des variateurs ou des hacheurs. Les différents composants. Le contacteur. Appareil destiné à laisser passer ou bloquer le courant à partir d'une commande électrique ou pneumatique. On les retrouve sur les moteurs industriels dans les milieux domestiques. Chauffage, chauffe-eau. Globalement sur des systèmes avec une alimentation importante. Que d'autres appareils de distribution ne supporteraient pas. Le relais électromagnétique fonctionne sur le même principe, sauf qu'il ne supporte que les alimentations plus faibles. Le variateur. Dispositif utilisé sur les moteurs pour moduler le couple du moteur ainsi que sa vitesse. Et donc sa puissance mécanique. Rappel, P, puissance mécanique, est égal à C fois bras de levier. Non, C fois N en radians par seconde, donc c'est bizarre que ça fait écrit N log.
Donc puissance mécanique c'est égal à C en newton par mètre fois, ils ont écrit N mais c'est bizarre, fois radian sur seconde. Donc, pour ce faire, le variateur il joue sur la tension et l'intensité de l'alimentation. En effet, la puissance absorbée par un moteur dépend de ces deux facteurs. Par conséquent, si on les baisse, la puissance transmise par le moteur baissera aussi. Le variateur il permet donc d'adapter le fonctionnement du moteur aux besoins du moment sans nécessairement que ce dernier fonctionne à fond tout le temps. Cela peut permettre des économies d'énergie assez intéressantes. C'est le hacheur. C'est un système qui permet de modifier la valeur moyenne d'un courant relativement élevé. Convertir. La fonction convertir a pour but de transformer l'énergie de l'alimentation électrique, par exemple, en énergie voulue en sortie de système mécanique, par exemple. Généralement, cette action est réalisée par des moteurs, parfois des vérins. Exemple, un moteur de voiture, l'énergie reçue est chimique, le diesel ou l'essence. Cette énergie est transformée par le moteur en énergie mécanique qui est transmise à son tour aux roues afin de faire avancer le véhicule. Très souvent, la fonction convertir crée de l'énergie. Cette énergie est une force en action. Et comme nous l'avons vu dans les cours sur les grandeurs mécaniques, elle est fonction de la puissance du système qui convertit et de son temps d'utilisation. On le sait, l'énergie, c'est la puissance fois le temps. L'énergie en joules, c'est la puissance en watts fois le temps en secondes. Un système puissant consomme beaucoup d'énergie au prorata de son temps d'utilisation, bien entendu. Transmettre, la fonction de transmettre est généralement réalisée par des mécanismes. Elle est constituée de pièces reliées entre elles par des liaisons mécaniques. Ces mécanismes reçoivent l'énergie fournie par la fonction convertir et l'appliquent directement sur la matière d'œuvre. Au niveau des technologies utilisées, nous retrouvons un certain nombre de pièces. Donc les arbres de transmission. Les arbres sont des pièces mécaniques de forme cylindrique, d'où leur nom. Qui transmettent une puissance mécanique sous forme de couple et de vitesse de rotation. Ce qui caractérise la puissance transmise par un moteur. Ils doivent supporter un effort important et doivent être très résistants. Ils doivent donc être très résistants, les arbres de transmission. Les cardans. Et les cardans, c'est un type d'arbre particulier. En effet, celui-ci est composé de deux arbres et va donc pouvoir transmettre une rotation angulaire entre ces deux arbres. Le système de vis sans fin. Alors, une vis sans fin est un système composé de deux éléments. Un cylindre comportant une cannelure hélicoïdale, un peu comme un filetage, et un pignon. Une roue cannelée elle aussi. C'est une forme d'engrenage où le mouvement d'un des deux éléments entraîne le mouvement de l'autre sur un axe différent. Ce qui permet la transmission du mouvement. Dès le système de poulies et de courroies. C'est un système utilisé pour la transmission du mouvement. Système de poulies et de courroies, donc système utilisé pour la transmission du mouvement. On retrouve trois éléments, deux poulies, les roues et une courroie qui fait office de chaîne et de liaison. Le contact peut se faire par adhérence ou par crantage de part et d'autre. Ce système a l'avantage d'être simple, économique et silencieux, mais doit être changé assez régulièrement, ce que l'on retrouve par exemple sur les dérailleurs d'un vélo. L'engrenage. L'engrenage est constitué de deux roues dentées en contact simple. Pas d'écart entre les deux. Le but est de jouer sur les différences de diamètre entre les deux roues pour adapter la vitesse de rotation aux besoins voulus. Comme on peut le voir sur les photos, les roues peuvent être à denture droite ou à denture hélicoïdale. Le système de roues à denture hélicoïdale permet de relier deux rotations qui ne sont pas sur le même axe. Le réducteur. Le réducteur a pour but de modifier le rapport de vitesse et parfois le couple entre l'entrée et la sortie d'un mécanisme.
5. Le cas d'une porte de garage. Nous allons maintenant traiter un exemple concret, une porte de garage automatique et électrique. Cette porte est alimentée électriquement sur les réseaux classiques et on peut voir que les éléments remplissant les différentes fonctions correspondent aux notions abordées plus haut. ADI-Contrans, donc ALIDI-Contrans, donc alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Donc EDF 230 volts, alimenter, donc prise secteur plus transformateur, énergie électrique, ordre d'ouverture ou de fermeture, donc contacteur électromagnétique. Le contacteur électromagnétique c'est distribuer, donc énergie électrique, convertir le moteur. Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Alimenter, donc prise secteur plus transformateur. L'alimentation, donc prise secteur plus transfo. Énergie électrique, donc distribuer, c'est le contacteur électromagnétique. Ordre d'ouverture ou de fermeture. En distribution ou non de courant, le contacteur électromagnétique, l'énergie électrique. Convertir le moteur. Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Transmettre, c'est les pignons plus chaîne. Donc pignon plus chaîne et les pignons et la chaîne transmettent le mouvement en mouvement de translation et le transmettent à la porte. Donc les pignons et la chaîne transforment le mouvement de rotation en mouvement de translation et le transmettent à la porte. Ouverture ou fermeture de la porte. La chaîne d'information. Tout d'abord, il faut comprendre que l'émergence de la notion d'information a transfiguré les évolutions technologiques du siècle dernier. Ces évolutions ont permis la création de systèmes automatiques et précommandés à l'avance par des programmes adaptés aux différentes situations de la vie de tous les jours. Ces systèmes automatisés sont composés de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de tâches sans la nécessité de l'intervention de l'homme. On retrouve ces systèmes dans de nombreux secteurs d'activité. Commande et surveillance des procédés industriels, gestion technique des bâtiments, transport, communication, produits techniques de la vie de tous les jours, etc. Nous pouvons citer par exemple la porte d'un garage, un portail automatique. La chaîne d'information permet entre autres de piloter la chaîne d'énergie à partir des informations qu'elle relève en extérieur et en intérieur des consignes données par l'utilisateur au préalable. Elle donne des ordres à la chaîne d'énergie. Consigne de l'humain, information extérieure, chaîne d'information. Donc globalement une flèche, consigne de l'humain, une autre flèche, information extérieure, paf, ça arrive dans chaîne d'information. Ordre, chaîne d'énergie. Donc source d'énergie, paf, chaîne d'énergie. Chaîne d'énergie, action. Et on a des infos intérieures qui font un retour vers la chaîne d'information. Action, état initial, état final. Donc, les informations peuvent être diverses, mais elles reposent principalement sur des données physiques ou mécaniques. Celles-ci sont traitées par notre système d'information. Celui-ci se réfère aux consignes données par l'utilisateur pour faire en sorte de répondre correctement aux besoins énoncés. Les consignes de l'humain sont donc transmises à la fonction acquérir. Alors mince, j'ai oublié. Il est ainsi composé comme suit. Acquérir, traiter, communiquer. Donc, ATC, acquérir, traiter, communiquer. Acquérir, traiter, communiquer. La consigne de l'humain est donc transmise à la fonction acquérir. De même que les données extérieures du système, donc information extérieure et consigne de l'humain, elles sont données transmises à la fonction acquérir. A l'inverse, la fonction communiquer envoie les informations à l'humain selon ce qu'elle constate dans le système et envoie également des ordres à la chaîne énergie pour le fonctionnement. Communiquer, fonction communiquer, elle envoie des ordres à la chaîne d'énergie et elle envoie des informations à l'humain selon ce qu'elle constate dans le système. Voici donc la structure globale des deux chaînes. On note que la chaîne d'information intervient dans l'ordre ou non de distribuer l'énergie à la fonction convertir de la chaîne d'énergie. La chaîne d'information intervient donc dans l'ordre ou de le faire ou de ne pas le faire, de distribuer l'énergie à la fonction convertir de la chaîne d'énergie
distribuer. Donc ça, c'est fait globalement. On a quoi? Chaîne d'information, donc acquérir, traiter, communiquer. ALIDI contrans, donc alimenter, distribuer, convertir, transmettre, donc communiquer, donc ordre de distribuer ou non énergie, donc communiquer. Elle donne l'ordre ou non de distribuer l'énergie, donc source d'énergie, tac. Transmettre, donc agir, état initial, état final, donc alimenter. On a donc compte rendu du système. Compte rendu du système, paf, information extérieure. Information pour l'utilisateur. Nous retrouvons donc trois différentes parties dans la chaîne d'énergie. Acquérir. Cette fonction permet de capter les informations à l'aide de différents capteurs. Traiter à partir des informations reçues dans la partie acquérir. C'est la partie qui assure la commande du système. Traiter. Communiquer, c'est la partie qui fait le lien avec l'utilisateur, l'environnement du système ou d'autres systèmes, c'est l'interface. En nota bene, il arrive également de voir la partie transmettre dans la chaîne d'information collée à la partie communiquer. La partie acquérir. La partie acquérir est réalisée par un capteur qui traduit une grandeur à acquérir en une grandeur électrique. Celle-ci est ensuite traitée, amplifiée et filtrée par une structure électronique adaptée afin de délivrer le signal. VT, entre parenthèses. Ce signal est ensuite converti sous forme numérique et enfin exploité. Définition d'un capteur. Un capteur est un constituant capable d'acquérir une grandeur physique à mesurer et de la transformer en une grandeur exploitable par une unité de traitement adaptée. Voici la représentation du fonctionnement d'un capteur. Mesurant de grandeur physique à mesurer, déplacement, température. Capteur, grandeur de sortie, grandeur physique exploitable. La grandeur de sortie permet à la suite du système de comprendre la valeur de la mesure et d'adapter ainsi l'ordre à donner en fonction de l'information reçue. Une bonne capacité de compréhension de la mesure à évaluer permet de transmettre une information fiable à l'utilisateur. Constitution d'un capteur. Un capteur est le constituant qui prélève l'information sur le processus. Pour ce faire, nous allons retrouver deux principales parties du capteur. Le corps d'épreuve qui saisit la grandeur physique. Et l'élément sensible qui convertit la grandeur physique saisie en un signal généralement électrique exploitable par la partie traitée. Voici la représentation de la constitution d'un capteur. Grandeur physique, corps d'épreuve, élément de conversion, signal de sortie, module électronique de conditionnement, signal de mesure. Signal de sortie présent selon les cas. Entre parenthèses. Notons que le module électronique de conditionnement, ici représenté, n'est pas présent dans tous les cas. Les informations transmises par les capteurs. L'information convertie et transmise par un capteur peut être de trois types. Logique, analogique et numérique. Logique. Un capteur détecte la présence ou l'absence d'une personne. Si une personne est présente, il ferme le contact. Ce qui permet au courant de circuler jusqu'au système à alimenter. Une information logique peut être tout ou rien. Tétor, c'est-à-dire ouverte ou fermée.
ou 0. Il ne peut donc prendre que 2 valeurs potentielles. Au niveau de l'utilisation, on retrouve les interrupteurs de position, les détecteurs, présence ou non, etc. Voici un exemple de signal logique avec deux valeurs possibles 0 ou 1. NL0, NL1. Signal, donc, toc, 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 présent, pas présent. Donc, informations transmises par les capteurs, donc les informations, donc, elle peut être analogique. L'information à transmettre peut varier de manière continue, comme la mesure de température d'un système à l'aide d'une sonde. L'information prend donc une valeur variable, selon la mesure du capteur. On retrouve ce type de capteur pour tout ce qui touche à une pression, une force, une température. La valeur oscille entre 0 et la valeur maximale possible. Exemple, un capteur de vitesse pour afficher sur le compteur de notre voiture. Voici donc un signal analogique avec un large panel de valeurs potentielles. Ensuite, numérique, l'information à transmettre prend plusieurs valeurs possibles, augmentant de 1 à chaque fois. Le nombre de valeurs potentielles que peut prendre le signal est déterminé par le nombre de bits n. On aura ainsi nombre de valeurs égale 2 puissance n. Exemple, pour un système à 2 bits, on aura 2 puissance 2 égale 4 valeurs potentielles, dont 0. Alors, 3, les types de capteurs. Pour résumer de façon simple, nous avons deux types de capteurs, à contact et sans contact. Les capteurs à contact, gros petit a, les capteurs à contact sont utilisés généralement grâce à des détections électromagnétiques. Capteurs à contact utilisés généralement grâce à des détections électromagnétiques, ce qui correspond à un contact physique avec un objet ou un mobile. Capteurs à contact utilisés généralement grâce à des détections électromagnétiques. Électromécanique. Donc grâce à des détections électromécaniques, ce qui correspond à un contact physique avec un objet ou un mobile. Le palpeur, partie du capteur au contact de l'objet, peut avoir différents degrés de liberté ou de mouvement. Le palpeur, partie du capteur au contact de l'objet. Il peut avoir différents degrés de liberté ou de mouvement. Déplacement, translation, rotation, ou dans plusieurs directions. Dans ce genre de cas, l'information physique relevée par le capteur est transformée en information logique et est transmise au système de traitement grâce au contact électrique. B. Les capteurs sans contact. Ici, il n'y a pas de contact entre le capteur et l'élément à contrôler. Par conséquent, il n'y aura ni frottement ni usure physique. Il existe plusieurs sortes de capteurs sans contact. Les codeurs optiques, on envoie une lumière sur un élément tournant qui permet constamment de définir sa position selon sa rotation angulaire. La position relevée permet au capteur d'envoyer un signal électrique à la partie traitée. Les interrupteurs à lame souple, ILS, ici la détection du capteur se fait par la présence d'un champ magnétique. En effet, le capteur sensible à ce dernier va s'enclencher en sa présence. Les détecteurs de proximité inductif DPI. Détecteur proximité inductif DPI. Détecteur de proximité inductif DPI. Ici, on joue sur la conductivité de la pièce à détecter. C'est-à-dire la capacité du matériau à se laisser traverser par l'électricité. Sa présence perturbe le champ magnétique du capteur qui s'enclenche et envoie un signal électrique à la fonction traitée. Les détecteurs de proximité capacitatifs DPC. Ce principe est l'inverse de celui des DPI.
c'est-à-dire que la présence d'un élément non conducteur enclenche le capteur. Les détecteurs photoélectriques. Donc on émet une lumière renvoyée par un récepteur situé en face. Le passage de l'objet à détecter couple ce retour lumineux, ou dans certains cas l'enclenche, et permet au capteur d'envoyer le signal électrique à la fonction traitée. Les thermistances, capteurs de température. Le capteur détecte la température et transmet un signal analogique à la fonction traitée.